témoignage. À vous, Muriel. Déjà, moi, je me présente. Je suis Muriel Le Toutour, une infirmière de consultation céphalée migraine sur le CHU de Nantes. Et donc, je travaille avec une neurologue, principalement une neurologue et une algologue. Algologue, c'est spécialisé en douleur. Et donc, le thème aujourd'hui, alors, comment ça? Le thème aujourd'hui, c'était donc les traitements de crise. Donc, voilà, n'hésitez pas à envoyer vos questions, comme vous le disiez, Sabine. Donc, on s'attache donc migraine et traitement de crise. Tout d'abord, j'avais j'avais précisé quelques rappels. Alors, pardon, il y a quelque chose qui s'est affiché que je vous ai enlevé, voilà. Différents types de migraines. La migraine épisodique, c'est-à-dire donc la migraine classique qui évolue par crise de 4 heures à 72 heures avec des intervalles libres entre chaque crise. Ça veut dire qu'entre chaque crise, il n'y a pas de fond douloureux permanent et il n'y a pas de douleur. Les prodromes des prodromes peuvent précéder la crise de céphalée. Donc les prodromes, irritabilité, faim, asthénie, c'est ceux qu'on peut retrouver le plus souvent. La migraine, donc, c'est une céphalée qui est le plus souvent susorbitaire ou temporale, unilatérale, donc ça veut dire que d'un côté et qui peut changer selon la crise. C'est une douleur pulsatile, d'intensité modérée à sévère, et donc qui est augmentée par l'exercice physique, la concentration, etc. S'y associent d'autres symptômes, des troubles digestifs, type nausées, vomissements, photo- ou phonophobie, et également, peut-être que parfois c'est un peu moins connu, une osmophobie. Osmophobie, ça concerne les odeurs. Ensuite, la spécificité de la migraine avec aura. Donc, l'aura, c'est la survenue de symptômes neurologiques. Ce sont des symptômes stéréotypés qui surviennent par crise, qui précèdent le plus souvent la céphalée. Parfois, ça arrive en même temps que la céphalée et il peut également ne pas avoir de céphalée, c'est-à-dire il n'y a que l'aura. Ce sont des symptômes qui sont totalement réversibles. Les auras un peu typiques qu'on connaît le plus, en tout cas qui arrivent le plus souvent, sont des auras visuelles, c'est-à-dire par exemple une amputation du champ visuel, on ne voit plus très bien sur les côtés, l'apparition de points, de taches noires devant les yeux, ou un peu des éclairs ou des mouches volantes, ils vont décrire devant. Autre aura, c'est l'aura sensitive, c'est-à-dire la sensation de fourmillement dans le visage, voire ça peut descendre dans le bras, ou l'aura aphasique, c'est-à-dire une perte du mot, un manque du mot, on n'arrive plus à trouver nos mots pour s'exprimer. Chaque signe s'installe sur plus de 5 minutes et dure moins d'1 heure. Donc ça, c'est la migraine avec aura. Et la migraine chronique, qui est donc considérée comme une complication de la migraine, elle est définie par des maux de tête au moins 15 jours par mois depuis plus de 3 mois, dont 8 jours par mois de céphalée migraineuse. C'est-à-dire que sur les 15 jours de céphalée, il peut y avoir des céphalées qui ressemblent un petit peu moins à de la migraine. Quels sont les objectifs du traitement de crise? Donc là, on revient sur les traitements de crise. Les objectifs, c'est la disparition de la douleur 2 heures après la prise ou un soulagement qui permette de revenir à une situation acceptable. Une réponse au traitement maintenue pendant au moins 24 heures, sans effet secondaire notable. Mais aussi, ça peut être un soulagement des symptômes invalidants associés et la capacité à poursuivre ses activités. C'est-à-dire, il y a des gens, ils vont très bien vous dire qu'en 2 heures, il n'y a pas d'amendement de la crise, c'est-à-dire il y a toujours un petit fond douloureux qui reste, mais ceci dit, ça diminue progressivement et du coup, ils peuvent reprendre leurs activités sans être impactés. Que voulez-vous dire en parlant de symptômes invalidants associés? Typiquement, les troubles digestifs, la gêne au bruit, à la lumière, c'est ceux-là, les symptômes. C'est ceux qui sont associés à la crise de migraine.
C'est-à-dire qu'il faut avoir une diminution de la céphalée, une disparition de la douleur, une diminution de la douleur, mais également un amendement des troubles digestifs, des nausées, vomissements, de la gêne à la lumière, au bruit, ce qui fait que vous pouvez reprendre votre activité normale. Voilà, c'est bien. Ça ne concerne pas seulement la douleur, ça concerne l'ensemble des symptômes liés à la céphalée veineuse, en fait. Oui. D'accord. Les traitements de crise non spécifiques, on a le paracétamol, effectivement, que j'ai noté là, même si donc il est efficace sur les crises légères à modérées, avec peu de symptômes associés. Mais clairement, il n'est pas recommandé dans les crises sévères, et j'ai même envie de dire qu'il est peu recommandé, parce qu'effectivement, sur des crises très légères, certains patients vont réussir à se soulager avec le paracétamol, mais si, dans la plupart des cas, il ne suffit jamais, alors c'est vraiment un traitement à oublier. Muriel, excusez-moi. Déjà, je crois qu'il y a un problème avec votre micro. Peut-être c'est mon micro, vous croyez? Je ne sais pas. Il y a un petit bruit. Oui, il y a un bruit, mais je ne sais pas si c'est mon micro. C'est pas systématique. Bon, on verra. Et l'autre, moi, je voudrais vraiment spécifier parce qu'on en a parlé avec la NSM. Je ne sais pas si le paracétamol, ça a aussi un risque parce que comme ce n'est pas vraiment très efficace, on peut être tenté d'en reprendre et c'est un médicament très dangereux. Oui, j'en reparle un peu après, je crois. J'en reparle vite fait, mais voilà. Donc, ça peut être, enfin, en fait, ça peut être intéressant de temps en temps sur des crises légères, mais en pratique, effectivement, on le recommande peu parce qu'il est très peu souvent efficace et effectivement avec un risque de surconsommation pouvant favoriser la récurrence des crises. Donc ensuite, en traitement non spécifique, on a également l'aspirine. L'association aspirine et antinauséeux, que vous connaissez sous le nom de Migpriv. Donc, probablement, certains ont déjà essayé ça. Ça, c'est tout à fait intéressant, notamment chez les gens qui, justement, ont des nausées systématiques qui peuvent clairement les empêcher de prendre des traitements. En tout cas, qu'ils vomissent, quoi. Donc ça peut être intéressant dans ce cadre-là, chez des gens qui ont des troubles digestifs très notés. Et puis les anti-inflammatoires, à savoir ibuprofène, diclofénac, naproxène et kétoprophène. Donc la précaution, ce qui est important en fait dans le traitement de crise, c'est que le traitement de crise, il est là pour traiter une crise. C'est-à-dire que si les crises sont trop fréquentes et que ça amène à une prise de traitement de crise trop fréquente et donc à un traitement par exemple pris quotidiennement, là il y a un risque de surconsommation et donc de céphalée par surconsommation. En fait, un traitement de crise, il est là pour traiter une crise. Si les crises sont trop fréquentes et qu'elles sont tous les jours, ça veut dire que ce n'est pas le traitement de crise la réponse. La réponse, c'est le traitement de fond, qui est là pour diminuer la fréquence des crises. Donc, on dit qu'il faut limiter l'utilisation de tout des traitements qu'on a évoqués jusque-là à 14 jours par mois maximum. Et si c'est associé à de la caféine, il faut les limiter à 8 jours par mois. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'automédiquent ou qui sont sous paracétamol et caféine, c'est le claradol caféiné par exemple. Il y a également la Contalgine. Alors, dans la Contalgine, c'est de l'opium, me semble-t-il, en plus, mais il y a du paracétamol et de la caféine. Et donc, il est peu recommandé en pratique. Pourquoi? Parce que la caféine est un excitant qui va venir favoriser la céphalée par rebond dès lors qu'on en prend trop régulièrement. Donc, c'est pour ça que celui-ci il est limité à 8 jours par mois. Et petit focus sur les dérivés opioïdes. On en a parlé précédemment avec Sabine, en aparté, ils sont absolument pas recommandés parce qu'ils favorisent d'autant plus cette céphalée par rebond, cet entretien de la maladie migraineuse quelque part. Donc, alors les dérivés opioïdes, c'est la morphine, l'oxycodone, qui est un cousin de la morphine qu'on connaît classiquement, mais c'est également le tramadol, que peut-être vous connaissez, l'X-prime, c'est le paracétamol codéiné. La lamaline aussi.
La lamaline, c'est de l'opium dedans. L'Isagie, dans la même famille. Les dosages ne sont pas tout à fait les mêmes, mais il y a de l'opium et du paracétamol. Donc tout ça, ce n'est absolument pas recommandé. Ça favorise grandement la céphalée par rebond et donc ce qu'on appelle la céphalée par surconsommation médicamenteuse. Alors avant, on parlait d'abus médicamenteux. Maintenant, on ne parle plus d'abus médicamenteux parce que c'est un petit côté stigmatisant quand même. Parce que la plupart des gens n'abusent pas de médicaments volontairement. En fait, c'est souvent soit une méconnaissance, soit la fréquence de crise élevée qui fait qu'on consomme plus. Donc, en tout cas, on ne parle plus d'abus médicamenteux, on parle de surconsommation médicamenteuse. Mais donc, les dérivés opioïdes, donc là, j'insiste, je suis un peu insistante, mais ils ne sont absolument pas recommandés. Ils favorisent encore plus ces céphalées par surconsommation médicamenteuse. Alors, Muriel, moi, je voudrais insister sur deux choses qui sont en lien avec mes échanges avec la FNSM. C'est que le paracétamol, c'est un médicament qui peut attaquer le foie, donc il faut quand même limiter. Et les opioïdes, je vais être un peu trash, c'est quand même la première cause de mortalité aux USA et Oui. ça devient un peu en France. Donc, c'est pas rien. On prend des risques en prenant ces médicaments-là sans prescription et de façon un petit peu trop fréquente. Oui. D'autant plus qu'ils ont, en tout cas les opioïdes, cet effet un peu pervers, si je puis dire, qu'au départ, les gens trouvent que c'est efficace. Ils trouvent qu'ils sont, alors qu'ils sont, certains, à leur 5e jour de migraine, par exemple, s'ils sont en état de mal, les triptans sont plus efficaces et ils vont se sentir soulagés. Donc, c'est vraiment une fausse bonne idée. C'est vraiment une fausse bonne idée. Mais de toute façon, c'est vrai, d'autant plus dans la céphalée et la migraine, parce que donc ça favorise ces céphalées par surconsommation. Mais c'est vrai de toute façon, dans toutes les douleurs chroniques non cancéreuses, ils ne sont absolument pas recommandés. Ils abaissent le seuil de déclenchement de la douleur, ils sensibilisent à la douleur, alors qu'effectivement, leur but premier est de soulager la douleur. Mais ça, c'est vrai dans la douleur aiguë. Dès lors qu'on est dans un autre processus de douleur, ils ont cet effet-là de sensibiliser le circuit à la douleur. Et le paracétamol, Sabine a tout à fait raison de le souligner, il est parfois un peu, en tout cas, ses effets indésirables sont sous-considérés, mais parce que voilà, on les utilise de manière un peu quotidienne pour plein de raisons différentes. Ça peut être un très bon médicament pour plein de choses. Dans la migraine, donc comme on l'a dit, il est peu recommandé parce qu'il est quand même le plus souvent peu efficace et il est non négligeable puisque contrairement à ce qu'on pense, il a lui aussi des effets indésirables et donc notamment un risque hépatique en cas de surconsommation. On en vient au traitement de crise spécifique que sont les triptans, avec une efficacité donc largement démontrée. Il y a 7 triptans différents, avec peu de différence d'efficacité malgré tout. On en retient 3 qui auraient un niveau d'efficacité un peu plus élevé. Ce seraient l'élétriptan, le zolmitriptan et le risatriptan. Le sumatriptan, il a l'avantage d'exister en comprimé, en spray nasal et en injectable. Alors, en injectable, on ne l'utilise pas dans la migraine, il a d'autres indications, mais il a cet avantage d'exister en plusieurs formes. Le zolmitriptan et le risatriptan existent en LIOC, donc ils ont l'avantage d'être pris, de pouvoir être pris sans eau, donc parfois il y a un côté pratique. Il n'y a pas d'effet classe sur l'efficacité et la tolérance. C'est-à-dire qu'on peut ne pas avoir une efficacité spectaculaire avec l'un et une efficacité dans les 2 heures comme recommandé avec un autre. Donc c'est pour ça qu'on on peut essayer plusieurs triptans. Et c'est la même chose pour la tolérance, c'est-à-dire qu'on peut faire des effets indésirables, souvent c'est de somnolence ou de sensation d'oppression thoracique, ça peut arriver aussi avec les triptans. On peut faire ces effets-là avec l'un et pas avec l'autre.
Il a plutôt un bon profil de tolérance si on respecte les contre-indications vasculaires, parce que malheureusement, il y a quand même quelques contre-indications et donc il y a des patients qui ne peuvent pas avoir accès au triptan. Qu'est-ce que je voulais rajouter sur les triptans? Limité à 8 jours de prise par Oui, mois. donc ça, limité à 8 prises par mois, mais auparavant sur les... Ah oui, voilà. On essaye toujours sur 3 crises différentes parce que on sait, avant de dire qu'il n'est pas efficace ou qu'il est efficace trop tardivement, parce que la maladie migraineuse, c'est une maladie qui est un peu capricieuse, on peut dire, qui évolue un peu par elle-même, et il peut y avoir des crises qui, pourquoi, sont plus résistantes au traitement. Donc, parfois, vous pouvez faire des migraines qui vont très bien répondre au triptan, et puis pourquoi, une fois, il y en aura une qui ne va pas bien répondre, la migraine va durer plus longtemps, le traitement va être moins efficace. Donc, c'est pour ça qu'on essaye toujours sur 3 crises différentes avant de statuer sur son efficacité ou sur son non-efficacité, sa non-efficacité. Et donc, on limite la prise à 8 par mois. C'est le même principe, en fait. C'est que si on surconsomme, on peut favoriser le rebond des céphalées, et donc les céphalées par abus, ce qu'on appelait par abus médicamenteux avant, par surconsommation. Et encore une fois, finalement, si on en prend 8 par mois, c'est probablement qu'il faut revoir surtout le traitement de fond. Comment on prend un traitement de crise? Donc, les dernières recommandations le reprécisent bien, le traitement doit être pris le plus précocement possible, moins d'1 heure après le début de la céphalée. On sait que si on tarde trop à prendre le traitement, le processus migraineux est lancé et le risque, c'est qu'il se passe la même chose que si vous ne traitiez pas votre crise, à savoir que la crise de migraine peut durer en moyenne de 4 heures à 72 heures. Les nouvelles recommandations spécifient l'ordre de prise des traitements. Donc, si c'est une crise légère, on débute par l'anti-inflammatoire et 1 heure après, s'il n'y a pas de soulagement, on peut prendre un triptan. Si la crise est modérée à sévère, là, pour le coup, on va plutôt débuter par le triptan. Et si 1 heure après, il n'y a pas du tout de soulagement, on peut prendre un anti-inflammatoire. Si vous êtes dans le cas vous faites des crises de migraine avec aura, on conseille de prendre l'anti-inflammatoire au début de l'aura et ensuite le triptan au début de la céphalée si elle survient. Ça ne sert à rien par contre de prendre le triptan avant la céphalée. Vous ne serez pas efficace et il n'y aura pas de gain sur la durée de la crise migraineuse. Et donc, comme je vous le disais, avant évaluation, on teste toujours sur 3 crises. Là, c'était juste pour que vous l'ayez en tête. Il existe un questionnaire qui permet d'évaluer le traitement de crise. En gros, il faut répondre à 4 questions. Est-ce qu'après avoir pris votre traitement de crise, vous êtes capable de reprendre vos activités normales? Donc, ça peut être le travail, mais aussi les loisirs, les activités familiales, sociales, ce que vous étiez en train de faire. Est-ce que vous pouvez compter sur votre traitement de crise pour vous soulager dans les 2 heures sur la majorité de vos crises? Parce que, donc, comme on le disait tout à l'heure, il y a des crises qui peuvent moins bien répondre au traitement. Est-ce qu'une seule dose de traitement est habituellement suffisante pour vous soulager et être tranquille pendant 24 heures? Est-ce que vous le tolérez bien? Est-ce que vous êtes suffisamment à l'aise avec votre traitement pour pouvoir planifier vos activités quotidiennes? En fait, l'idée, c'est juste d'avoir une petite idée. Et si vous avez répondu non à une question, ça veut dire que peut-être il faut revoir le traitement de crise avec votre médecin référent. Donc, vous n'avez pas à vous adapter votre traitement, mais en fait, l'idée, c'est que ça peut vous donner une petite idée de la marche à suivre concernant l'optimisation possible du traitement ou pas. Un petit focus sur la céphalée donc par surconsommation médicamenteuse. Donc, on l'a évoqué tout à l'heure. Donc, c'est une céphalée au moins 15 jours par mois depuis au moins 3 mois associée à une surconsommation médicamenteuse régulière. Donc, on dit que pour les triptans, c'est au moins 10 jours par mois depuis plus de 3 mois. Un antalgique non opioïde, donc c'est paracétamol, les anti-inflammatoires, l'aspirine, le midprib, au moins 15 jours par mois depuis plus de 3 mois. Et les antalgiques opioïdes, vous voyez, on est plus bas à au moins 10 jours par mois depuis plus de 3 mois. Et de façon générale, on l'a dit et on le redit, ils ne sont de toute façon
pas du tout indiqué. Si c'est un médicament qui contient plusieurs principes actifs, par exemple paracétamol, caféine, c'est au moins 10 jours par mois depuis au moins 3 mois. Et donc, le principe, c'est donc ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est la céphalée par rebond dès l'arrêt de la prise du ou des médicaments concernés. Et c'est ça qui favorise en fait la céphalée chronique quotidienne. Muriel, est-ce que vous pouvez définir un peu plus ce qu'est la céphalée de rebond? La céphalée, oui, tout à fait. La céphalée de rebond, c'est la céphalée qui apparaît en fait à l'arrêt de la prise du traitement, là, comme l'a évoqué. C'est par exemple quelqu'un, comment dire, c'est la céphalée qui revient. Peut-être que vous avez déjà testé ça avec, par exemple, la caféine, mais la caféine normale. Moi, j'ai beaucoup de patients en consultation qui ont remarqué, qui ont un différentiel de consommation de caféine entre la semaine et le week-end. Soit ils vont consommer plus la semaine parce qu'au travail, il y a le côté festif, ils prennent plus de café, ou il y a le côté convivial, je veux dire, convivial, soit l'idée un peu de tenir, ils prennent plus de café, ils vont prendre 6, 7, 8 cafés par jour, et puis le week-end, ils n'en prennent pas du tout. Et typiquement, c'est des gens qui vont faire une migraine le week-end, en fait, au sevrage de la caféine, quelque part. Sevrage entre guillemets, ils ne sont pas drogués à la caféine, mais en fait, le cerveau reçoit moins de caféine et en fait, ça déséquilibre un petit peu et il y a une crise migraineuse qui arrive. C'est un peu le même principe, quelque part. C'est à l'arrêt, à la disparition de la molécule dans l'organisme, eh bien, il y a la céphalée qui apparaît, un peu comme si elle réclamait. Alors, j'aime pas trop parce que du coup, ça fait un peu dépendance et c'est pas du tout le même principe que la dépendance, mais voilà, il y a un déséquilibre qui se crée et donc la céphalée repart. Est-ce que c'est clair comme ça? Pour moi, oui. Moi, je rattacherais ça à le cerveau du migraineux n'aime pas les variations. C'est ça, exactement. Le cerveau, on dit que le cerveau d'un migraineux, il est un peu hyper excitable en fait, et il n'aime pas les variations. C'est ce qui se passe effectivement. Là, il y a eu des grosses chaleurs, alors il y a beaucoup de migraineux qui n'ont pas du tout aimé et qui ont fait des migraines sévères. C'est ce qui se passe quand on a une dette de sommeil, ou au contraire quand on dort un peu plus longtemps parce que voilà, c'est le week-end, vous avez fait une grasse matinée, et puis typiquement, les gens, ils ont pareil, une crise de migraine le week-end alors que c'est là où ils dorment plus. Et parce qu'en fait, il y a un déséquilibre qui s'est créé. Pour moi, c'est bon. Hein. Je pense à d'autres sujets, mais pour la suite. Et donc, on m'avait demandé effectivement également de faire un petit focus sur la neuromodulation. Donc, la neuromodulation, j'ai noté deux choses. Il y a le TENS, qui est la neurostimulation transcutanée, et il y a le REN, Remote Electrical Neuromodulation. Vous excuserez mon anglais tout à fait pas terrible. Je l'évoque très rapidement, mais pour l'instant, il n'est pas du tout disponible en France. L'idée, c'est en fait de venir stimuler les nerfs périphériques du bras. Donc, ce serait un appareil qu'on mettrait sur le bras. Ça crée un mécanisme antidouleur endogène descendant. Donc, en fait, l'idée, c'est que ça vient, au niveau neurologique, ça vient contrôler le système de la douleur. Mais voilà, il y aurait dans les études une efficacité supérieure au TENS, mais pour l'instant, il n'est pas disponible en France à ce jour. Voilà, je l'ai quand même évoqué parce que dans les dernières recommandations, il apparaît, puisqu'au vu des preuves, du niveau de preuve scientifique, quoi. Donc, probablement que ça arrivera un jour, donc c'est pour ça que je l'évoque. En tout cas, ce qu'on a, nous, en France, pour l'instant, de disponible, c'est la neurostimulation transcutanée, notamment la stimulation susorbitaire. Donc, ce qu'on appelle susorbitaire, c'est donc ici. Et donc, ici, on ne vous voit pas, Muriel, donc il faut un peu mieux expliquer. C'est au-dessus des yeux, quoi, sur le front. Oui, c'est au-dessus des yeux, on ne voit pas. Voilà, c'est là. Donc, au-dessus des yeux. Et donc, en fait, c'est que là, il y a un nerf qui passe qui s'appelle le nerf trijumeau, qui intervient dans le mécanisme migraineux. Et donc, le but, c'est de venir le stimuler. Il existe différents dispositifs.
des dispositifs qui ont été développés pour et seulement pour la migraine. C'est le Calm chez Paingone ou le Céphalie. Je vais vous les montrer après, ou alors on peut les voir là. Alors le Calm, je vous l'ai montré, c'est celui qui est jaune et blanc. Et donc, en fait, c'est un petit dispositif qu'on met donc au-dessus des yeux, comme vous avez vu. Il y a 2 électrodes. Et donc, il y a 2 modes sur ce dispositif-là. Un mode traitement de crise et un mode traitement de fond. En fait, le mode traitement de fond, l'idée, c'est d'utiliser donc ce mode-là 20 minutes tous les jours. Au même titre qu'on prend un traitement de fond tous les jours, et ben, le but, c'est de faire une simulation tous les jours, qu'on ait mal ou qu'on n'ait pas mal, en fait, tous les jours. Et puis le mode traitement de crise, donc c'est un deuxième mode, et donc là il faut l'utiliser, faut l'utiliser 1 heure, faire une séance d'1 heure au début de la crise. En mode traitement de crise, en fait, il a un niveau, le niveau de preuve est plutôt faible malgré tout dans le traitement de crise et un petit peu meilleur en traitement préventif. Donc, ça reste un dispositif intéressant pour compléter un traitement médicamenteux, ou alors chez des gens qui soit ont beaucoup de contre-indications au traitement, soit ne veulent plutôt pas prendre de traitement médicamenteux, donc du coup ça peut être intéressant. Sur le mode traitement de crise, moi je conseille quand même, pour moi, il ne doit pas remplacer la prise d'un traitement médicamenteux. Parce que justement, son niveau de preuve est plutôt faible et il peut venir en complément, il peut venir en attendant que le traitement il agisse, mais selon moi, il ne doit pas venir à la place du traitement médicamenteux. Par contre, il peut être intéressant, je trouve, en tout cas pour certains patients qui l'utilisent, sur les crises qui sont longues, dont on sait que finalement, reprendre des traitements de crise à J2, à J3, à J4, là, ça peut favoriser l'état de mal migraineux. Ben là, finalement, sur le petit fond douloureux qui persiste, là, il peut être intéressant et il peut permettre de faire s'amender la crise un peu plus rapidement. Mais pas à la place d'un traitement médicamenteux, selon moi. Par contre, en mode traitement de fond, il peut être aussi complémentaire d'un traitement médicamenteux. Là aussi. Et donc, il y a un autre dispositif qui n'est pas développé spécifiquement pour les migraines. C'est le TENS classique. Donc, c'est ceux que vous voyez là sur la gauche de l'écran, le rouge et le bleu et blanc. Ce sont des appareils, parce que, je ne l'ai pas précisé, mais le Calm et le Céphalie ne sont pas... il n'y a pas de possibilité de location prise en charge par la sécurité sociale. Ils ne sont donc pas du tout remboursés. Le Calm, il vaut 200 € et le Céphalie, il vaut 350 €. Par contre, les dispositifs comme le Céphare rouge et celui qu'on appelle le TENS Eco 2 qui est blanc et bleu, ils sont donc plus généralistes. Ils ont été développés pour de la neurostimulation transcutanée, mais qu'on peut utiliser également chez des gens qui ont des lombalgies. On va l'utiliser sur les lombaires, etc. Et donc là, il est possible, à condition de se le faire prescrire par un médecin algologue ou un médecin qui a un DIU douleur ou en tout cas une formation douleur, il est possible de se le faire donc prescrire par ces médecins-là. Et la location est prise en charge par la sécurité sociale à raison de 2 fois 3 mois. Et au bout des 3 mois, si on veut l'acheter, là, il y a un reste à charge, mais qui est moins important que les autres dispositifs. Le reste à charge, il est en moyenne entre 50 et 100 €. Et il faut aussi noter qu'il y a de plus en plus de mutuelles qui prennent en charge le reste à charge. Vous savez, au même titre qu'ils vont prendre en charge les bas de contention, voilà, des choses comme ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est que justement, puisque le rouge là ou le bleu et blanc, ils sont pris en charge, ça peut être intéressant de faire un essai à la maison avec ces dispositifs-là, même s'il n'y a pas de programme spécifique. Enfin, si on utilise quand même des programmes spécifiques, mais même s'ils n'ont pas été développés spécifiquement pour la migraine, parce que voilà,
investir 200 € ou 350 €, ça peut être une charge financière non négligeable. Donc, pouvoir tester déjà à la maison si on se sent à l'aise avec la stimulation, si on se sent, s'il y a un bénéfice, c'est, je trouve, intéressant. Et ensuite, quand ils ont un bénéfice et qu'ils veulent essayer, du coup, je leur fais essayer le calme, parce que c'est celui que j'ai en consultation. Et je crois que c'était bon pour moi sur la neurostimulation. Je voudrais savoir si les hôpitaux disposent de calme et de céphalie pour les prêter aux patients pour des tests. Alors, non, pas pour les prêter. En tout cas, nous, on ne les prête pas parce qu'on n'en a pas assez. Mais par contre, alors, dans le service d'hospitalisation, on en a. Et donc, effectivement, les gens qui sont hospitalisés 4 ou 5 jours, ils peuvent les essayer. Moi, j'en ai un, donc je les fais essayer en consultation. Donc, quand les gens sont là et qu'on discute des débuts, on le met pendant la consultation, on fait la consultation avec, et comme ça, déjà, ça donne une idée aux gens de la stimulation, de ce qu'ils ressentent. Parce que j'ai quand même quelques personnes qui n'ont pas toléré le TENS classique, là, typiquement le blanc et bleu, parce que moi, c'est celui que j'ai en consultation aussi, c'est-à-dire que soit ils ne sentent pas la stimulation, soit ça leur fait mal. Et finalement, avec le calme, ils le tolèrent mieux. Mais parce que je pense que vraiment, l'électrode, elle est étudiée pour. Donc, il y a sûrement une meilleure répartition. Enfin, je ne sais pas. C'est sûrement une meilleure répartition, je me dis, de la stimulation. Donc, moi, je le fais essayer en consultation, mais on ne peut pas le prêter. Oui, ça peut être une action que peut mener éventuellement l'association d'obtenir ou à un prix réduit ou carrément gratuitement des exemplaires pour que les patients puissent tester dans certains hôpitaux. On avait essayé pour le céphalie, bon, avec le Covid, ça a un peu compliqué les choses, mais on peut retenter. Et puis le céphalie, maintenant, ils se sont, on a eu quelques retours de patients qui ont dit que c'était plus difficile d'avoir le service après-vente. Et moi, parce qu'avant, on en avait et on avait des contacts avec le céphalie. Auparavant, il faisait un système où on pouvait le louer pendant 1 mois et demi. Donc, en fait, les gens, ils avançaient 40. Ça devait faire 40 €, 1 € par jour. Bon, en gros, ça faisait. Et au bout d'1 mois et demi, s'ils voulaient l'acheter, ils gardaient celui-ci et ils payaient la différence. Et maintenant, ils ne font plus du tout ce système-là. Il faut l'acheter. Alors, je crois qu'ils le remboursent, pas intégralement, mais en partie si les gens le renvoient au bout d'un certain temps. Mais ça veut dire qu'il faut quand même, je ne sais plus au bout de combien de temps, il faut le renvoyer sous 1 mois ou quelque chose comme ça. Mais ça veut dire quand même débourser 350 € au début. Et moi, j'avais cru comprendre qu'ils se sont plus implantés sur le marché américain maintenant, et en fait, ils sont quand même plus difficiles à joindre. Calme, ils sont belges. C'est une boîte donc, qui est belge, et puis j'ai pas eu de difficulté et j'ai pas de difficulté particulière à échanger avec la représentante. Donc, c'est un petit peu plus facile maintenant avec Calme. Céphalie, ça a été conçu en Belgique, mais effectivement, maintenant, c'est aux États-Unis et pour communiquer avec eux en anglais, c'est compliqué. C'est vraiment très commercial. Oui, alors qu'avant, ils étaient plus, ils étaient plus accessibles. Oui, voilà, c'est ce à quoi on avait abouti, c'est que voilà, ils voulaient de la rentabilité et on essayait de les persuader de demander le remboursement, mais ils n'avaient pas l'air très convaincus. Ouais. Donc, je pense que c'est bon. Alors, on peut peut-être poser les questions sur le TENS. Alors, je veux bien vous voir plus. Ah, voilà. Où placer les TENS ou placer les électrodes avec un TENS pour la migraine? Alors, avec le TENS pour la migraine, là, vous me voyez, en fait, pareil, en sus-orbitaire, c'est-à-dire au-dessus des orbites, donc un de chaque côté. Là, une électrode de chaque côté. En général, on prend soit des petites rondes. Les rondes qui existent, elles sont en 32 mm de diamètre. Soit parfois, ce qu'on fait, c'est que on prescrit des carrés. Alors, je vais essayer de vous faire un dessin si je ne suis pas bonne dessinatrice.
Hop là, je ne sais pas si vous voyez. Tac. Donc, il existe également des carrés 50 par 50 et donc elles ont le fil ici. Et on peut aussi découper de chaque côté dans la longueur pour qu'il y ait à peu près un demi-centimètre de chaque côté du fil. Et comme ça, ça fait des petits rectangles quoi, de 1 cm sur 5. Et donc, pareil, le but, c'est de le mettre une au-dessus de chaque œil. C'est plus vers le milieu ou plus vers le côté pour être sûr? C'est vraiment au-dessus. Au-dessus. Vous prenez vos sourcils et c'est au milieu du sourcil. Au-dessus. Après, il n'y a pas vraiment d'erreur. Hein. Vous pouvez, enfin, il n'y aura pas, voilà, il faut en fait quand même qu'il y ait un espace suffisant entre les deux électrodes, mais vous ne ferez pas tellement d'erreurs. Il faut essayer. De toute façon, là, vous serez dans la zone. Et puis moi, ça m'arrive même des gens qui vont avoir une migraine exclusivement à droite, par exemple. Et j'ai en tête une patiente qui avait donc des migraines exclusivement à droite. Et en fait, de chaque côté, ça ne fonctionnait pas parce que soit elle sentait rien du tout, soit ça lui faisait mal, notamment à droite, parce que c'était probablement plus sensibilisé. Donc en fait, moi je lui ai conseillé de mettre une au-dessus de l'œil à droite et une sur la tempe. Et en fait, comme tout était du même côté qui était plus sensible, c'était plus facile de gérer l'intensité. Donc ça peut être une autre option. Si on ne réagit pas avec le calme ou céphalie, peut-on espérer du mieux avec un TENS? Non, globalement, non. D'accord. Non, Attendez. parce que c'est le même principe en fait. Les dispositifs sont un petit peu différents, mais le principe est le même. Le principe est de stimuler. Par contre, encore une fois, ce que j'ai vu le plus souvent, moi, c'est parfois il y a des gens qui ne tolèrent pas le TENS classique parce que justement, soit ça leur fait, enfin, soit ils sentent pas la stimulation, soit ils augmentent juste d'un cran et ça leur fait mal. Et l'autre dispositif, le calme, là, ils le tolèrent. Alors, je pense qu'il y a une histoire d'électrode qui est plus étudiée pour. Les programmes sont à peine identiques, donc peut-être que ça joue, enfin probablement que ça joue aussi, mais alors là je suis pas physicienne, mais j'imagine que ça joue un petit peu. Alors, ce serait bien que les neurologues puissent prescrire les neurostimulateurs. Je connais des neurologues qui le font et la mutuelle rembourse environ 90 € pour le céphalie, à ma connaissance, enfin, certaines mutuelles. Et oui, là aussi ça dépend, ouais. Alors les neurologues, oui. Hein, en fait, il y a des médecins qui n'ont pas le droit théorique de prescrire et en fait, s'il n'y a pas de contrôle, ça passe, c'est pris en charge. Mais en théorie, c'est un algologue ou un médecin qui a une formation spécifique en douleur qui peut le prescrire. Sans ça, le risque, c'est que vous ne soyez pas, enfin que la location ne soit pas prise en charge en fait. Là, on parle je parle du céphalie. Finalement, ce n'est pas remboursé par la CPAM. Ah non, ça par contre, céphalie égale, c'est jamais remboursé. Voilà. Alors, une personne, bon, ça fait. Voilà, on parle d'un grand vendeur sur le net. On va peut-être éviter de faire de la publicité sur les webinaires. Quel est le pourcentage d'efficacité du calme? Alors, ça. Ah, alors ça, c'est une bonne question. En tout cas, je vous les avais pas mis dans les recommandations parce qu'elles sont en anglais, mais les dernières recommandations de la SFEMC évoquent le TENS. Il n'y a pas de chiffre précis, mais en tout cas, encore une fois, il est quand même assez faiblement recommandé en traitement de crise parce qu'il a un niveau de preuve qui est assez faible et il commence à avoir un niveau de preuve qui est moyen en mode traitement de fond. Donc, mais après, c'est vrai que c'est aussi propre à chacun, quoi. Enfin, c'est un peu difficile de répondre. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que de manière générale, le niveau de preuve est plus important en mode traitement de fond qu'en mode traitement de crise. Donc, c'est pour ça que moi, vraiment, je déconseille de l'utiliser à la place d'un médicament. Il y a peu de chances que ça vienne casser la crise. Ça peut venir la soulager, mais le risque, c'est qu'elle revienne. Donc, c'est pour ça que, par contre, ça peut être un bon complément en attendant que le médicament agisse. Ou alors vous savez,
Parfois, sur les crises longues, le dernier jour, on a un petit fond douloureux qui ne nécessite pas forcément un traitement, mais qui fait qu'on a quand même un peu la tête. Et ben, voilà, j'ai des gens qui l'aiment bien sur cette journée-là, quoi. Parce que ça permet de suffisamment venir masquer la douleur qui peut être plus confortable. Alors, il y a une autre question qui concerne, je pense, l'ensemble des migraineux. Compte tenu de la limitation des triptans, la plupart essayent de limiter les triptans et à la place, ils prennent des AINS, du paracétamol, de la lamaline pour diminuer la consommation de triptans. Donc, quoi prendre si on doit limiter aussi les AINS, le paracétamol, la lamaline, enfin les autres opiacés? Comment faire? En fait, la réponse, ça veut dire que la réponse, elle n'est pas dans le traitement de crise. C'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Quand les crises sont trop importantes en fréquence, ça veut dire que la réponse n'est pas dans le traitement de crise, ou auquel cas vous risquez d'aggraver encore cette fréquence. La réponse, elle est dans le traitement de fond. Le problème, c'est que c'est difficile d'obtenir un rendez-vous assez rapidement pour modifier le traitement de fond. Vous recommandez de revoir le généraliste. Le généraliste peut-il adapter le traitement de fond? Alors, le généraliste, il peut tout à fait adapter le traitement de fond s'il est un peu sensibilisé à la migraine. Hein. Voilà, chaque situation est différente. Les délais, effectivement, sont en général plus longs dans les centres hospitaliers, les délais de consultation. En général, plus longs dans les centres hospitaliers, ce sont souvent des centres de référence. Mais voilà, peut-être que les neurologues en libéral ont souvent, en tout cas c'est le cas sur Nantes, j'ai l'impression, des délais quand même moins longs. Donc ça, c'est une chose. Et ensuite, il peut aussi, il y a une histoire de traitement de fond, mais il y a aussi une histoire d'optimisation du traitement de fond. Mais de toute façon, ça passera forcément par le médecin. Que ce soit le médecin traitant s'il a suffisamment de connaissances dessus, ou le médecin référent. Mais ça passera par le médecin. Je crois que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, encore une fois, si la fréquence est trop élevée et qu'elle vous amène à consommer plus de traitements de crise que de recommandés, ça veut dire que le problème, c'est la fréquence et que donc, c'est pas le traitement de crise qui sera la réponse, c'est le traitement de fond qu'il faut adapter ou qu'il faut débuter. Hein. Il y a aussi des gens qui n'ont jamais eu de traitement de fond avec, j'en ai vu quelques-uns qui avaient 15 jours de migraine par mois et qui n'ont jamais eu de traitement de fond en fait. Alors, une question, mais qui est dans le prolongement. Quand le traitement de fond ne marche pas, donc la personne a testé les 2 anti-CGRP, c'est efficace pendant 6 mois et après ça recommence. Enfin, c'est généralement ce qui se passe avec les traitements de fond. Bon, souvent c'est plus que 6 mois, mais que faire? Là, il y a chaque situation est différente. Hein. Ça, c'est un petit peu difficile. Mais en tout cas, ce qu'il faut garder en tête, c'est que il y a déjà plusieurs traitements de fond de plusieurs classes différentes. Donc ça, c'est une chose. Et ensuite, le traitement de fond, effectivement, il faut le garder suffisamment longtemps, mais il faut aussi l'avoir à une dose suffisamment efficace. Et ça aussi, c'est beaucoup de choses qu'on voit en consultation, c'est-à-dire des gens qui ont essayé plein de classes différentes de traitement de fond, mais aucun à la dose efficace. Donc finalement, c'est un petit peu normal que la réponse, elle était assez médiocre. Mais c'est difficile de répondre parce que voilà, là, je pense que c'est une question sur une expérience personnelle. Et donc, voilà, je ne peux pas répondre, c'est du cas par cas. Mais en tout cas, voilà, il y a l'idée de le traitement de fond, déjà, il en existe de plusieurs classes différentes. Et on ne sait pas prédire aujourd'hui qui va répondre à quelle classe de traitement de fond. Et puis ensuite, il y a une histoire de dose efficace, en plus de la durée. Alors, une autre question qui revient souvent sur les réseaux sociaux ou dans les messages, c'est: peut-on reprendre un traitement dans la même journée quand le premier n'a pas été efficace ou le soulagement ne dure pas assez longtemps?
En fait, l'idée, c'est d'essayer de rester sur les recommandations, là, les nouvelles recommandations. Ce qui est important, vraiment, ce qui est important, c'est de prendre au tout début de la céphalée, parce qu'on voit encore beaucoup de gens qui diffèrent un peu la prise. Alors, soit parce que enfin, pour plein de raisons, hein, soit parce qu'ils ne sont pas chez eux et qu'ils n'en ont pas, soit parce qu'ils ont un peu peur des effets indésirables, parce qu'ils savent qu'après, ils sont un peu somnolents, en tout cas qu'ils ont un petit coup de pompe et voilà, qu'ils veulent être opérationnels au travail ou à leur activité. Soit parce qu'ils se disent « Oh, j'en ai déjà pris un cette semaine, ça va peut-être passer », etc. En tout cas, il y a vraiment l'idée que le traitement de crise doit être pris le plus précocement possible. Quand il est pris tardivement, il y a de grands risques que soit ça ne fonctionne pas, soit la crise, enfin, la céphalée revienne. Et ensuite, il y a l'idée de compléter, c'est-à-dire 1 heure après, si l'efficacité, elle est pas, enfin, en tout cas, si le traitement n'avait pas commencé à sentir l'efficacité, ça veut dire qu'il faut compléter. Donc, soit avec l'anti-inflammatoire si vous avez commencé par le traitant, soit avec le traitant si vous avez commencé par l'anti-inflammatoire. Est-ce qu'on peut voilà, cumuler dans la même journée un triptan, un kétoprophène, ça ne marche pas, un paracétamol, un médicament avec opiacé? Est-ce que c'est utile? Quels sont les risques? Donc, on l'a déjà évoqué, c'est vraiment important de rester sur les traitements de référence. Donc, les opioïdes, c'est non, ce n'est pas indiqué. Et donc, le risque, on l'a évoqué, c'est un risque non négligeable. Et donc, on a évoqué la crise des opiacés aux États-Unis. Voilà, donc les opiacés, c'est non, que ce soit des opioïdes faibles ou forts. Le paracétamol, c'est plutôt non, j'ai envie de dire. Et puis d'ailleurs, la plupart du temps, il y a des gens, ils continuent à prendre le paracétamol un peu par habitude et en fait, ils vous le disent très bien. Et ben, en fait, ça ne change rien. Et puis finalement, ils arrêtent d'en prendre et ça ne change rien. C'est-à-dire que c'est pas mieux, mais c'est pas pire. Donc, ça ne sert à rien de prendre plus de médicaments et surtout des médicaments qui font rien, quoi. Le risque, il est non négligeable et sur le risque de céphalée par rebond, dont on a parlé, et sur les effets indésirables plus généraux. Et comment on peut connaître sa consommation de médicaments? Ah oui, alors là, je ne l'ai pas noté. C'est vrai que c'est l'agenda, et l'agenda des migraines, il est vraiment important hein, dans la tenue. Ça permet, c'est vraiment un outil indispensable pour votre médecin, que ce soit le médecin traitant ou le médecin référent, pour évaluer l'efficacité du traitement de fond si vous avez un traitement de fond. Hein, ça permet de voir objectivement le nombre de jours de céphalée. Et c'est indispensable également pour évaluer comment se répartissent les jours de céphalée. Avoir une crise je dis n'importe quoi, mais avoir une crise de 5 jours par mois, c'est pas la même chose qu'avoir 3 crises. Alors là, on est plutôt sur des migraines, enfin probablement que si vous êtes là, vous êtes peut-être impacté beaucoup plus. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas la même chose d'avoir des jours isolés de migraines avec des intervalles libres de plusieurs jours entre, ou alors d'avoir des crises qui durent systématiquement 3-4 jours. Ça veut dire que si la crise, elle dure plusieurs jours, ça veut dire que c'est le traitement de crise qui est à revoir, qui est à optimiser. Et en tout cas, l'agenda, il est primordial pour le médecin traitant ou le médecin référent. Il nous permet d'analyser en fait et de voir sur quel type de traitement il faut jouer. Est-ce que c'est plutôt le traitement de fond? Est-ce que c'est plutôt le traitement de crise qui est à optimiser? Comment on peut améliorer les choses? Et vous, en plus, ça vous permet d'avoir un petit peu une idée de ce que vous avez consommé. Est-ce qu'il y a des petits trucs pour prévenir les crises ou qui pourraient aider quand on sent une crise arriver pour limiter je vais déjà poser la question une sorte d'hygiène de vie qui limiterait le nombre de crises peut-être. Et puis en seconde question, est-ce que quand on sent une crise arriver, il y a des petits trucs qui pourraient permettre d'éviter de prendre un traitement Bien. Donc, les règles d'hygiène de vie, selon moi, elles sont plus à se rapprocher du traitement de fond.
voilà, et en même temps, il faut faire très attention à ne pas être non plus dans l'exclusion de tout ce que vous avez repéré qui peut déclencher une crise de migraine. Donc, les règles d'hygiène de vie, bien sûr, elles sont importantes. On connaît l'équilibre sur le sommeil, l'équilibre sur l'alimentation, c'est-à-dire éviter de sauter un repas, par exemple. L'activité physique régulière en aérobie, c'est-à-dire en mettant le cœur au travail. Ça, pour le coup, il y a un certain niveau de preuve. Donc ça, c'est très important, mais c'est plutôt sur l'impact, il est plutôt sur la fréquence des crises. Une fois que la crise, elle est là, c'est important de prendre votre traitement le plus précocement possible. En fait, le traitement, il est vraiment là pour casser la crise et pour éviter qu'elle ne revienne. Donc après, effectivement, il y a des petites choses qui peuvent venir compléter. Là, j'ai vu passer quelqu'un qui notait de l'eau froide, effectivement, mettre du froid. Il y a certains qui utilisent donc de l'huile essentielle de menthe poivrée. Le TENS, ça peut être là, voilà, en complément du médicament, ça on en a parlé, chez des gens chez qui ça fonctionne, qui l'ont déjà essayé, ça peut être intéressant, mais je pense que vraiment, quand la crise de migraine, elle est là, voilà, le traitement doit être pris le plus précocement possible pour casser le rythme. Et ensuite, si les crises sont trop fréquentes, encore une fois, c'est le traitement de fond qui doit être ajusté. Alors, une autre question, ça dépasse un peu le cadre du webinaire, mais je la pose quand même, hein. Comment se soigner de la céphalée par abus médicamenteux tout en continuant de travailler, de vivre même? Alors, peut-être que ça pourrait faire l'objet d'un webinaire. Je pense qu'on devrait faire un webinaire sur le sevrage, mais est-ce que vous pourriez donner quelques pistes? C'est un peu difficile là aussi de répondre parce que finalement, il y a beaucoup de situations différentes dans la surconsommation médicamenteuse. On voit aussi beaucoup de gens, enfin, moi j'ai en tête des patientes, oui, je sais pas pourquoi, mais oui, c'est parce qu'en même temps, c'est les dernières personnes que j'ai en tête, c'était des femmes, mais qui étaient en surconsommation médicamenteuse et finalement, dès lors que le traitement de fond a été adapté et c'était le bon traitement pour cette personne-là, en fait, très naturellement, elle a moins consommé. Mais parce que du coup, finalement, en fait, c'est pas si simple de dire est-ce qu'on est dans une céphalée par surconsommation médicamenteuse ou alors est-ce qu'on surconsomme parce que la migraine est dans une migraine à haute fréquence. Et souvent, c'est pas si simple de dénouer tout ça. En tout cas, je pense que dès lors qu'on est dans une migraine chronique et donc avec ce risque de surconsommation, ce qu'il est important de prendre en compte, en tout cas, ce qui est important, c'est d'avoir en tête que la prise en charge, elle sera globale. C'est-à-dire que ça reposera évidemment sur, donc on l'a dit, sur le traitement de fond, le bon traitement de crise, etc. Mais aussi sur essayer d'identifier les facteurs d'entretien. Par exemple, quelqu'un qui a des contractures très importantes au niveau des trapèzes, ça peut venir favoriser. Alors, c'est pas ça qui crée les migraines, mais ça peut venir favoriser. Donc, le but, c'est aussi de travailler sur ça. Faire une activité physique régulière. Quelqu'un qui est de nature plutôt très anxieux et qui a identifié que le stress pouvait assez facilement déclencher une crise de migraine, ben, à ce moment-là, une thérapie type gestion des émotions, gestion du stress, ça peut être tout à fait intéressant parce que ça peut réduire le stress et si on réduit le stress, on peut réduire la fréquence de crise ou son intensité ou son impact. Et puis, autre chose, j'ai aussi mais là, voilà, là c'est très personne dépendante, chaque situation, je pense, est différente. Mais j'ai aussi des patients qui surconsommaient du paracétamol, alors même que c'était pas efficace, mais il y avait un espèce un peu de mécanisme
d'habituation, en fait, hein, un peu un mécanisme réflexe. On prend le paracétamol en même temps que le triptan ou en même temps que l'anti-inflammatoire parce qu'on a toujours fonctionné comme ça et parce que du coup, c'est une habitude. Et finalement, ils ont arrêté le paracétamol très naturellement et il s'est rien passé de pire. Donc, en fin de compte, très rapidement, ils ont réussi à arrêter une partie de la surconsommation. Donc, vous voyez, il y a plein de solutions, enfin, il y a plein de choses différentes. Mais en tout cas, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que souvent, c'est une prise en charge globale et que chaque situation est différente et que parfois, effectivement, ça nécessite une hospitalisation et donc forcément un arrêt de travail ponctuel. Parfois, ça peut se faire en même temps qu'on travaille et donc, et encore une fois, j'ai des situations en tête, mais parce que les personnes ont naturellement, petit à petit, réussi à diminuer. Et puis, comme je vous disais, c'est un peu l'idée de, finalement, elles prennent une fois sur deux, elles ne prennent plus de paracétamol, puis elles voient qu'il ne se passe rien de plus, donc finalement, elles continuent à diminuer, et puis ensuite, elles font la même chose avec les autres. Et puis, il y a aussi parfois où c'est un cercle, en fait, la céphalée par surconsommation peut être aussi, quand il y a d'autres facteurs d'entretien, on peut être dans un espèce de cercle vicieux d'entretien des maux de tête. Et finalement, le fait d'ouvrir une porte en enlevant quelque chose, ça ouvre d'autres portes. Et en fait, c'est 2 fils en aiguille. Mais chaque situation est différente. Donc là, ce serait vraiment difficile de répondre. Donc, si je résume, les traitements de crise, il faut les prendre dès le début de la céphalée. Quand on souffre d'aura, il faut attendre le début de la céphalée pour quand la prise de traitement de crise est trop fréquente, ça peut signifier que le traitement de fond n'est pas suffisamment efficace. Oui. On peut jouer sur plusieurs tableaux, modifier la dose du traitement de fond, tester d'autres traitements de fond. Quelquefois, on a essayé plusieurs traitements de fond, on se sent en échec, on change de neurologue et finalement, on trouve la dose efficace avec un de ces traitements de fond, donc tout n'est pas perdu. La surconsommation médicamenteuse, la réponse n'est pas toujours forcément le sevrage parce que en trouvant le bon traitement de fond, on peut diminuer. Voilà, je dirais que c'est pas si simple en tout cas. Oui, voilà, c'est pas si simple. Aux traitements qui ne sont pas spécifiques, et notamment les opioïdes. Ça, ce n'est jamais une bonne idée. Voilà. Et est-ce que, parce que là, ça fait presque 1 heure, ce qui est très long. Avez-vous d'autres questions? Ce qu'on pourra faire peut-être, c'est que si d'autres vous reviennent, je les poserai par mail à Muriel. Et puis voilà, quoi. Alors, merci beaucoup à tous d'avoir… et puis merci à vous, Muriel, de nous aider et d'aider toute la communauté. Une personne dit qu'il faudrait un webinaire sur les traitements de fond. C'est déjà fait. Rendez-vous sur notre chaîne YouTube.